La FIA a officialisé les chiffres concernant l'an 2, et cela a fait débat, car on constate que Red Bull est le premier moteur sur la grille, d'ailleurs avec son tout premier moteur de l'histoire de la Formule 1, puisqu'il s'agit du premier moteur Red Bull Ford jamais construit. A l'inverse, Mercedes reçoit 2% de la 2 et Ferrari 4% de la 2. Mais attention, la véritable référence, nous allons la voir au cours de la vidéo, car il y a beaucoup d'explications à ce sujet. Nous devons aussi regarder la position d'Hamilton. Il s'agit aussi de voir comment Ferrari veut rattraper Mercedes, qui reste tout de même la référence. Et il faut également examiner l'écart réel, sur quels composants précisément. Il y a une véritable différence. Cela dit, commençons par Hamilton, car Hamilton s'est exprimé sur l'écart entre Ferrari et Mercedes. Il a dit que oui, la Ferrari a un bon appui aérodynamique, la traction est bonne, mais il faut aussi progresser sur ce point, car la Mercedes s'est avérée en fait être la meilleure voiture. Non seulement au niveau du moteur, qui est très bon, mais aussi en termes d'aérodynamique, de châssis. Sinon tu peux pas être rapide à Monaco, sinon tu peux pas dominer avec plus de 30 secondes d'avance, ce qui était le cas de Kimi avant l'intervention de la safety car. Donc les gars, soyons clairs, la Mercedes n'est pas seulement puissante côté moteur, mais en ce moment c'est aussi la référence en matière d'aérodynamique et de châssis. En fait, le Britannique, désormais Lewis Hamilton, est devenu la référence chez Ferrari. Parce que Leclerc est occupé avec ses problèmes de frein. Il n'est plus le Leclerc, le leader de l'équipe en ce moment. En ce moment, selon moi, c'est plutôt Hamilton qui est le leader. Il a pris les choses en main pour permettre à l'équipe d'aborder les prochaines courses et de combler l'écart avec Mercedes. Et il a d'ailleurs expliqué la feuille de route. Donc on peut dire que c'est la direction à suivre chez Ferrari pour développer la Ferrari SF26 et atteindre le niveau de Mercedes. En substance, il manque un peu d'appui aérodynamique dans la partie inférieure de la monoplace. Il manque aussi un peu de traction en sortie des grands virages. Et à l'inverse, Mercedes semble justement s'être améliorée sur ce point. Elle est clairement supérieure en termes d'appui aérodynamique. C'est ce qu'a déclaré publiquement Lewis Hamilton. Il a dit « Les gars, nous sommes forts, mais Mercedes a une longueur d'avance. » Et l'écart est encore plus marqué. Et surtout, on a vu entre vendredi et samedi à quel point Mercedes s'est nettement améliorée dans l'utilisation de l'accélérateur, ainsi qu'au niveau des suspensions. Parce qu'on constate que la cinématique de la suspension de la Mercedes s'est nettement améliorée entre vendredi et samedi, en assouplissant les suspensions. Et donc, Hamilton reconnaît que Ferrari doit encore beaucoup progresser sur ces deux points, l'appui aérodynamique et la traction. L'écart de 66 points. Actuellement, entre Hamilton et Kimi Antonelli le prouve cependant. Hamilton a tout de même réussi à prendre la deuxième place du championnat pilote devant Russell, car en ce moment Russell a 88 points, tandis qu'Hamilton en a 90. Mais il manque encore quelque chose dans l'équipe. Ferrari, la Mercedes semble être supérieure, notamment sur la traction. Comme l'a décrit Hamilton, il y a une différence entre le jour et la nuit, donc il va falloir essayer de rattraper ce retard lors des prochaines courses. Moi je vois de façon réaliste une Ferrari forte, capable de se battre pour la victoire à partir de Spa-Francorchamps. Donc à partir du 26 juillet, quand la nouvelle unité de puissance arrivera, mais il est aussi vrai que le nouveau package de mise à jour qui fera ses débuts à Barcelone donnera un coup de pouce à Ferrari, pour rattraper son retard. Surtout dans les virages rapides et dans tous ces virages où il faut aussi une bonne traction à la sortie. Parce que si avant Monaco on disait que la différence entre Mercedes et Ferrari se jouait uniquement sur le moteur, eh bien ce paramètre n'est plus valable et a été remis en question après Monaco. Parce que ce n'est pas vrai, il y a une différence nette, non seulement au niveau du moteur, mais aussi au niveau de la traction et de l'aérodynamique. Et donc Ferrari a eu raison de travailler sur tous les aspects de la monoplace, pas seulement sur le moteur. Donc on verra un peu comment la Ferrari va évoluer à partir de ce week-end à Barcelone. À mon avis, la vraie différence, on la verra vraiment. Après Spa, mais il est certain qu'ils vont déjà commencer à rattraper leur retard dès ce week-end. Attention à l'Aduo, car nous avons dit que Red Bull est la référence en matière de moteur pour l'Aduo. Et c'est déjà une nouvelle très choquante. Mercedes reçoit 2% d'aide de l'Aduo, ce qui signifie un package de mise à jour cette année et un autre package de mise à jour pour l'année prochaine, en 2027. Et à l'inverse, Ferrari est à 4%. Ce qui signifie un écart de 40 à 45 chevaux par rapport au moteur Red Bull, et de 20 à 25 chevaux par rapport au moteur Mercedes. Donc Ferrari recevra 2 packages de mise à jour cette année, et 2 packages de mise à jour l'année prochaine. Audi s'aligne sur Ferrari. A l'inverse, Honda reste plus en retrait, et c'est celle qui recevra le plus de mises à jour. Et cela aussi bien au cours de cette saison que la prochaine. Et attention, parce que tout le monde disait que Mercedes avait développé le meilleur moteur thermique de cette nouvelle génération. Mais ce n'est pas vrai les gars, c'est Red Bull qui a développé le meilleur moteur thermique. Où est-ce que le moteur Mercedes est mis en valeur? C'est surtout en ce qui concerne la partie moteur électrique, donc le MGUK, la récupération d'énergie.
Et là, c'est là que ça fait la différence, mais sur le moteur thermique. Red Bull a réussi à faire un excellent travail, et c'est étonnant de voir qu'une équipe qui a construit son tout premier moteur de son histoire réussit à produire le meilleur moteur thermique. Par rapport à d'autres motoristes qui ont des années d'expérience dans la construction de moteurs, c'est vraiment surprenant, et c'est un point en leur faveur. Si l'on veut, pour Red Bull et au détriment de tous les autres motoristes, je pense en particulier à Ferrari et Mercedes. Mais si on veut, il y a aussi un autre aspect négatif. En ce qui concerne Red Bull, en effet, Red Bull a développé le meilleur moteur thermique sur la grille, mais ils ont beaucoup de difficultés avec la gestion électrique. En fait, on a vu de nombreux problèmes, notamment celui de Verstappen au départ, qui n'a même pas réussi à prendre le départ et a dû abandonner dès le début du Grand Prix de Monaco, mais il y a aussi la gestion de l'énergie de Pérez pendant tout le Grand Prix de Monaco. On voit bien que Red Bull a des problèmes dans la gestion énergétique du moteur en ce qui concerne la partie électrique, et c'est là que ça coince. Le talon d'Achille de Red Bull, c'est aussi la maniabilité de la monoplace, qui n'est, disons-le, pas optimale. Donc c'est certain, Red Bull a d'autres problèmes qu'elle doit essayer de résoudre. Parlons aussi de Leclerc, car nous avons dit que Leclerc allait changer de frein à partir de Barcelone. En effet, il va passer aux freins Carbon Industry, donc des freins français, au lieu des freins italiens de Brembo. Je tiens à préciser une chose que Leclerc va conserver. L'étrier de frein Brembo ainsi que le système brake-by-wire seront conservés, mais il va changer la plaquette et le disque qui passeront chez Carbon Industry, tout comme l'a fait Hamilton, qui utilise ses freins depuis l'époque Mercedes et les a ensuite utilisés aussi chez Ferrari. Le principal problème lors de l'accident de Leclerc n'est pas tant que les freins ont cessé de fonctionner soudainement. Les freins, c'est surtout une question de température. Leclerc qui est allé dans le mur juste après la relance derrière la safety car, il est allé dans le mur pourquoi ? Eh bien parce que les freins n'étaient pas assez chauds. La température des freins était trop basse. Il a essayé d'utiliser les freins, ceux à l'avant étaient suffisamment chauds, mais ceux à l'arrière étaient beaucoup trop froids. Et donc il avait une puissance de freinage très limitée à l'Antonino Guess, d'autant plus que l'asphalte était abîmé sur la partie extérieure. Et il roule justement dessus, on le voit sur les images, Leclerc passe exactement sur cette zone usée, ce qui n'a rien arrangé. C'est sûrement une partie de l'asphalte qui lui a pas permis de freiner correctement et qui a provoqué un déséquilibre ailleurs, ajouté au fait que les freins n'étaient pas à température, ce qui a causé l'accident dont Charles a été victime lors de son Grand Prix à domicile. C'est vraiment dommage. C'est sûrement un mélange de facteurs qui a ensuite provoqué l'accident de Leclerc, donc ce n'est pas seulement la faute des freins, ni uniquement celle du trou. Bref, il y a plusieurs situations qui se sont combinées, mais le fait est qu'il a clairement eu des problèmes. Leclerc était en train de chauffer ses freins avant la relance derrière la safety car. Et c'est ce qui a provoqué l'embouteillage que nous avons constaté. Alors, les commis du mur. Beaucoup ont également signalé un défaut d'alignement au freinage. Quant à l'essieu de la monoplace, il a certainement aussi contribué, comme vous pouvez le constater sur les vidéos. La trajectoire n'était pas optimale. En résumé, il y a eu un problème et nous avons constaté une défaillance manifeste, tant pendant l'intervention de la voiture de sécurité, lorsque les freins ont refroidi, que lors de la tentative de les faire remonter en température, ce que nous n'avons pas réussi à faire. Charles. Et attention, Lance Stroll a lui aussi eu un Beethoven similaire, car nous avons vu qu'il a également chuté lors du Giro. En effet, c'est Stroll qui a provoqué la voiture de sécurité au Grand Prix de Monaco, à l'Antonino Ghiezza lui aussi. Même virage que Leclerc, mais le pilote canadien a rencontré un problème différent de celui de Charles. En effet, il a signalé que le frein moteur était resté bloqué. Il semblait d'ailleurs que l'accélérateur soit resté bloqué à 50%. Et donc, il y avait le frein moteur qui n'a pas réussi à intervenir à temps pour ralentir suffisamment la monoplace. C'est comme si Stroll avait freiné, mais la voiture ne freinait pas, elle restait quand même accélérée à 50%, et donc il est allé tout droit contre les barrières. C'est un problème qu'il a constaté et qui est présent depuis l'Australie. En 2026, le problème du frein moteur, donc c'est un problème que les gens d'Aston Martin connaissent déjà. Et c'est un accident que nous avons vu, la vitesse était assez modérée, enfin un accident grave, ce qui ne devrait jamais arriver en Formule 1, que l'accélérateur reste bloqué à 50%. Et donc, nous savons que Stroll était en 16e position. Au moment de l'accident, il était à 18 secondes de la zone. Des points. Nous avons vu qu'il a utilisé la première vitesse au 60e tour, alors qu'il utilisait la deuxième vitesse lors des autres tours. Donc, cela certainement... Pour essayer de freiner davantage la monoplace, il a utilisé un rapport de moins, mais cela n'a pas suffi. Chez Aston Martin, c'est une situation qui doit être analysée attentivement et résolue.
mais il n'en reste pas moins qu'Alonso, de son côté, a décroché le premier point de la saison pour Aston Martin, passant également devant Cadillac au championnat des constructeurs. Cela dit, nous avons aussi parlé de Russell. Nous avons commenté, il a vraiment manqué de chance, car il a écopé d'une pénalité pour avoir dépassé de 0,1 km/h la limite à l'entrée de la voie des stands. Et nous parlerons aussi de cette pénalité qui a touché de nombreux pilotes. C'est quelque chose de sérieux, qui n'était pas arrivé depuis de nombreuses années. Cela dit, nous avons vu la pénalité de 5 secondes, puis non respectée. Du côté de Mercedes, donc, il a dû faire un drive-through, une course très compliquée, car en parti 4ème, il a finalement terminé 14ème en course. Bref, vraiment une course très très malchanceuse. Pour Russell, il s'est retrouvé dans des conditions qui l'ont conduit à cette malchance. À mon avis, malheureusement, les qualifications ne se sont pas bien passées. Mais c'est aussi en partie de sa faute, donc maintenant... L'écart entre Shimon Antonelli et George Russell est passé de 18 à 68 points en seulement 2 courses, en somme, un écart vraiment important. Comme il l'a lui-même dit, le championnat du monde est perdu. Je suis assez d'accord avec ça, hein. À mon avis, le championnat est entièrement entre les mains de Kimi. Bon, on peut déjà le dire maintenant. Il y a quelques courses, pourtant, l'écart en termes de points entre Russell et Antonelli était très réduit. Maintenant, avec cet écart et la confiance que Kimi a en ce moment avec la Mercedes, je vois Kimi nettement favori par rapport à George. Donc attention aussi au cas de Monaco, où l'on a parlé des 11 pénalités pour excès de vitesse dans la voie des stands en 3 jours. Et la FIA, disons, a rejeté la faute sur la trajectoire et non sur les capteurs. En somme, elle s'est un peu déchargée de ses responsabilités. La FIA sur ce point, mais il est inacceptable qu'il y ait 6 pénalités en course. 5 au total, plus 5 pendant le week-end, donc 11 au total sur le week-end de course, causés justement par un excès de vitesse dans la voie des stands. Vous comprenez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'autant plus que cette pénalité-là a eu des conséquences. On a vu la pénalité infligée à George Russell, mais aussi, par exemple, à Pierre Gasly. Elle a entraîné une sanction alors qu'il était sur le podium. Il l'a reçue 2 fois et cela lui a coûté la perte du podium. Il lui a coûté la perte du podium. Dans un Grand Prix aussi important que celui de Monaco, on a vu toute la déception de Pierre Gasly, mais aussi celle d'Alpine elle-même d'avoir atteint le podium à Monaco. Ensuite, le podium lui a pratiquement été retiré et donc il l'a vraiment très mal pris. Cela se voit dans la radio de l'équipe, dans ses déclarations après le Grand Prix. Et tout ça à cause d'une pénalité vraiment absurde. En effet, j'espère qu'ils vont résoudre ce problème comme l'a dit la FIA. On va voir si c'est vraiment un problème de trajectoire à Monaco ou un problème de capteur. Quoi qu'il en soit, on ne l'a jamais vu en début de saison, donc c'est probablement un problème isolé à Monaco, et on verra si cela sera réglé pour les prochaines courses. Quoi qu'il en soit, les pilotes enclenchent le limiteur. Et ensuite, la FIA calcule une moyenne de la vitesse dans la voie des stands. Et cette moyenne doit être en dessous du seuil autorisé. Si tu dépasses cette limite, même en moyenne, alors tu reçois une pénalité. Donc ce n'est pas vraiment la vitesse ponctuelle à un endroit qui est mesurée par le capteur, mais bien une moyenne de la vitesse totale dans la voie des stands. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de la situation d'Emile Toccarello entre Ferrari et Mercedes. Donnez-moi aussi votre avis sur la situation au championnat et sur les capteurs, ainsi que sur la décision de la FIA en faveur de Mercedes. Et qui dans ce cas n'a pas vraiment accusé les capteurs, mais plutôt la trajectoire à Monaco pour la pénalité d'excès de vitesse dans la voie des stands. Je suis curieux de lire et de répondre à tous vos commentaires. Comme toujours, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien rater. Aucune vidéo sur la Formule 1 ou sur Ferrari ne vous échappera. Et si je vous salue, on se retrouve dans une prochaine vidéo.